Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. La prison ne signifie pas la fin des rêves, c'est ce que nous prouve un artiste qui a développé son don de peintre en étant incarcéré et qui aujourd'hui vit de ses peintures. I can't wait. Harry Belafonte, chanteur à succès, comédien, militant, le New-Yorkais s'était engagé dans le mouvement pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King, puis contre l'apartheid avec Nelson Mandela ou encore Miriam Makeba. Il est mort, nous y reviendrons dans cette édition de Vous et Nous. Dans cette édition, toujours de Vous et Nous, zoom sur la semaine nationale de la culture de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Nous parlerons aussi Afrique numérique avec Arzouma Compaoré. Et bien sûr, il y aura l'Anglais Express avec Michel Joseph. Et bien sûr, pour la question hashtag Vous et Nous, nous avons posé une question sur les pompiers. Mais d'abord, Ginny, qu'est-ce que tu nous réserves pour l'intro de cette émission? Mais comme je le disais, l'artiste Jared Owens n'est pas seulement un artiste, il a purgé une peine de 13 ans et 3 mois dans une prison fédérale américaine pour trafic de stupéfiants. Au cours de son incarcération, il a retrouvé son intérêt pour l'art qu'il a vite transformé en une véritable passion. Ses créations l'ont aidé à faire face à la vie en prison. Aaron Fedor l'a rencontré à New York City. C'est un récit de Gaby Dorsil. Je m'appelle Jared Scott Owens, je suis un artiste plasticien. Mes œuvres continuent d'évoluer, j'intègre les objets trouvés, j'ai une formation en céramique, en assemblage et un peu en installation artistique. J'ai fait de la prison pour trafic de stupéfiants en bande organisée. C'était environ ma 5e année. Je me promenais dans la cour de la prison et j'ai vu une activité de céramique. Je me souviens que j'ai fait de la céramique quand j'étais enfant. Ça a été mon premier coup de foudre. Alors j'y suis allé et je suis tombé amoureux de ça. Un peu bizarre, mais ça a été très bon car c'est très zen. Ça m'a changé les idées. Vous savez, dans ma situation, j'avais besoin de ça. De fil en aiguille, j'ai fini par donner des cours, prendre des responsabilités au sein de la salle de céramique, enseigner à d'autres gars au fil des ans. Je me suis lancé dans la peinture parce que j'ai toujours peint aussi. J'avais un chevalet au collège et au lycée. Et puis, j'ai commencé à vraiment regarder l'art dans les magazines. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai besoin de peindre. Je comprends la langue, ce qu'il faut pour le faire, et je n'avais pas le matériel pour le faire, mais je pouvais visualiser ce que c'était que de peindre. Comment l'art m'a aidé en prison, c'était certainement un mécanisme d'adaptation, mais c'était aussi un exercice pour voir ce que je pouvais faire pendant que j'étais là-bas. J'ai toujours besoin d'avoir l'impression d'enfreindre la loi pour une raison quelconque. Et l'art m'a donné l'impression d'enfreindre la loi pendant que j'étais en prison, sans rien vraiment faire qui puisse me causer de gros ennuis. Même en fabriquant mes œuvres à l'intérieur, tout pour moi avait de la valeur parce que c'était de la créativité dans un endroit qui était censé vous opprimer. C'est ce qui m'a fait avancer. C'est le défi de dire, hey, je vais m'en sortir, tu sais, une partie de ma vie. Je vais rentrer à la maison et je vais avoir un atelier. J'ai beaucoup étudié et sur les matériaux, avec quoi les maîtres peignaient, ce qu'ils avaient, ce qu'ils n'avaient pas, des premiers cadmiums qui donnaient la couleur rouge. C'est cela qui m'a permis de continuer. Je ne pense pas vraiment au passé, au présent. Il n'y a aucun aspect linéaire dans tout ce que je fais. C'est comme une succession de hasards dans le travail et je me laisse porter par le courant. Je n'ai pas d'objectif, de calendrier qui dirait « Où serez-vous dans 5 ans ?» J'essaie juste de vivre au jour le jour, de profiter de l'instant présent. Wow, très encourageant de voir quelqu'un en prison, mais avec sa passion, c'est vraiment encourageant et bravo à lui. T'as vu, et le talent et les peintures, et en plus j'aime bien ce qu'il dit, ce plaisir d'être créatif dans un endroit qui est censé être oppressé. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, la vie, c'est un état d'esprit. En tout cas, bravo à lui. Ceci dit, cap sur le Burkina Faso a pris 5 ans de suspension due à la crise sanitaire et surtout secondaire qui secoue le pays. Les Burkinabés ont enfin retrouvé la semaine nationale de la culture. L'ouverture est intervenue samedi dernier à Bobo Dioulasso, une ville que je connais trop bien, durant une semaine. C'est toute la facette de la culture burkinabé qui sera célébrée. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Alidou Ouedraogo et Kader Traoré.
Fort de ses 35 000 places, le stade Aboubakar Lamizana a refusé du monde pour l'ouverture de cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Une telle fête dans un tel contexte sécuritaire relève de la résilience du peuple burkinabé, a reconnu le ministre de la Culture Jean-Emmanuel Ouedraogo. À un certain moment, il faut prendre certaines décisions, a dit l'ancien ministre de la Culture Philippe Ouedraogo. Il y a quelquefois des décisions qu'on doit prendre et qui doivent affirmer la volonté que nos artistes, nos communautés villageoises qui sont là aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, mais nous savons qu'ils vont repartir et revoir déjà la dimension des cultures, la dimension de leur chant, mais ils vont avoir en tête des souvenirs. Après 5 ans de suspension, c'est dans l'euphorie que les Bobolais ont renoué avec la Semaine nationale de la culture, même si le contexte sécuritaire reste difficile. Nous sommes très heureux car nous attendions la SNC depuis de longues dates. Tout le monde sait que Bobo-Dioulasso est une ville de culture. Si on doit dire que la ville doit se passer, la SNC, cela touchait à notre dignité. Mais comme la SNC est revenue, nous sommes heureux. Regardez comment le stade est rempli. Les gens sont venus de partout. C'est le 6 mai prochain ici à Bobo-Dioulasso même que les rideaux vont tomber sur cette 20e édition. Alidou Ouedraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique. Waouh, très intéressant comme festival. Et je disais à Arzouma, notre hippie, que peut-être l'année prochaine, ça serait vraiment bien qu'on soit dans un endroit pareil où on couvre le festival à Bobo-Dioulasso. Mais on ne le dit pas assez parce qu'on est... Oui, mais on est encore ici. Donc festival à Bamako. Voilà. Ouais, s'il est en train de nous écouter, il faut lui dire Non, mais je pense que le message est passé. L'année prochaine, on y est. L'année prochaine, on y est. Toute chose, en tout cas, j'ai eu, moi, le privilège de passer du temps avec des élèves et leurs professeurs de sciences au lycée GWCS en Virginie. J'ai eu l'opportunité de voir comment une prof inspirante encourage la curiosité et l'innovation chez les élèves, chez ses élèves. J'ai eu également à voir comment les élèves ont l'occasion de s'engager dans des projets de recherche passionnants et d'appliquer ce qu'ils ont appris dans des contextes réels. Dans ce reportage, nous allons partager avec vous les points forts de notre visite et vous montrer comment l'enseignement des sciences peut être passionnant et attirant pour les élèves de tous les âges. Suivons. Aujourd'hui, vous êtes à l'école communautaire GW et vous regardez notre classe de biologie. Nous avons participé à la mission eCyber, un projet national. C'est ici que nous pesons notre compost. Notre compost a été acheté auprès de la communauté. Tous les membres de GWCS sont au courant de notre projet de compost et contribuent activement à sa réalisation. Pour notre concours, nous nous concentrons sur la composante de recherche scientifique où nous trouvons un problème dans la société et nous essayons de le résoudre. Nous nous sommes donc dit, nous avons besoin d'aliments plus denses en nutriments. Nous avons donc regardé ce documentaire intitulé « La nécessité de cultiver » et il nous a inspiré pour tout. Essentiellement, ce que nous faisons s'appelle de la micro-agriculture sans pesticides. Donc, ce que je fais, c'est qu'on a des sols de différents endroits et on met le sol qu'on a dans les sacs et on teste le pH, le phosphore, le potassium, l'azote. Et on le teste aussi avec notre chou pour voir ce qu'il y a dans le sol, pour voir si le compost qu'il pèse a un effet sur le sol dans lequel on l'a mis. Ensuite, nous le comparons au sol de Carter Rock, un endroit dans le Maryland qui est en fait une forêt sur le Potomac, pour voir comment il se compare à ce sol. Nous sommes à la pointe de quelque chose de tout à fait nouveau. C'est très excitant. Nous incorporons d'autres composants à notre sol que les classiques coquilles d'œufs et le cours de pommes. Nous incorporons du biochar, c'est-à-dire du charbon actif, des algues, et nous utilisons les excréments de nos tortues. Nous avons 3 tortues à l'école et nous leur donnons une alimentation naturelle et crue. Ici, je voulais juste souligner que nous prenons la boue des réservoirs des tortues et que nous allons la mélanger dans ce nitribulette avec un peu de terre qui vient déjà de l'extérieur, plus un peu de nouveau compost qui vient de la communauté, juste pour accélérer le processus d'oxydation et de décomposition.
Ça va, t'as aimé J'ai beaucoup aimé et c'est encourageant. Les élèves, moi, j'adore voir la passion qu'ils ont à apprendre et avoir des professeurs, enseignants comme ça qui ont vraiment cette passion aussi d'enseigner. T'avais fait beaucoup de sciences à cet âge? Moi, j'ai pas fait. Non, moi non plus. J'étais beaucoup plus la lingua littéraire. Moi, j'étais la lingua, mais c'était pas dans les cours. J'étais trop parler. La lingua tête. Trop parler, trop de lingua. Trop parler pétillé. Trop de problèmes de exactement. Sinon, tu sais que le 4 mai, c'était la journée internationale des pompiers. Et donc, c'est une journée pour saluer les hommes et les femmes et leurs sacrifices. Dans le monde entier, ils nous aident à assurer notre sécurité, à nous protéger, à protéger nos biens, notre communauté et notre nature. C'est pour ça que nous avons pris ce moment pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie chaque jour pour leur communauté. Pour leur communauté. Et toi, tu voulais dire que tu avais aussi une expérience comme ça? Oui, parce que quand j'étais jeune, je voulais être pompier. Ah bon? Pendant longtemps, pendant au moins 2 ans, je me disais, je vais être pompier, je vais être pompier. J'ai une amie qui est devenue pompier et j'ai vu son corps et j'ai dit, je ne veux plus être pompier. Et toi, tu es journaliste. La question de cette semaine, bien sûr, nous restons avec des pompiers. Devrions-nous considérer l'absence de pompiers professionnels dans de nombreuses régions d'Afrique comme un problème de développement et de droits de l'homme? Et comment pouvons-nous aborder cette situation de manière efficace? Notre ami Alphonse Mbouaki nous revient de Kinshasa. La situation du professionnalisme du métier des sapeurs-pompiers est à la fois un problème de développement et de droits de l'homme. Pourquoi le développement? Ce métier exige une formation physique, car dans l'exercice de ce métier, le corps est mobilisé et poussé à la limite de l'effort physique. Et c'est de façon soutenue. Djibril Diallo de Conakry en Guinée, c'est un peu difficile à expliquer à ce niveau. Il faut passer par l'éducation d'abord et essayer de bien expliquer les causes et les conséquences. Ah ouais, Raphaël Kikobia Tchongoma, qui est à Kinshasa, je me rappelle, il dit « Très bonne question, je suis à Kinshasa, voilà, et pendant mon séjour à Dakar, j'ai vu à quel point ce service est valorisé. » Yadamas Mousso Ndombe, Matadi RDC, chez nous, je ne les ai jamais vus, au moins, c'est clair. Et c'est vrai, c'est une réalité. Espérons que ça va se voir. C'est une réalité, c'est très important pour la vie des hommes, des femmes, des enfants, voilà. Et malheureusement, il y a des endroits où ça n'existe vraiment pas. Ça n'existe pas. Exactement. En tout cas, ne bougez pas, on se revoit juste après cette courte pause pour la deuxième partie de Vous et Nous. Attention, attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VO Afrique est de retour en studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blague du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. RM Show, c'est pas une émission, c'est une expérience. God bless. Peace Africa. Vous et nous, part 2. Vous savez que c'est le moment pour nous d'apprendre notre leçon d'anglais avec the one and only, comme j'aime bien le dire, Michel Joseph. Et vous avez tous compris, nous allons passer à présent à notre segment Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase « We are going to New York for the weekend ». Nous allons à New York pour le week-end. Donc, quand on se sert de l'expression « for », ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. « I have studied English for many years ». J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Ce sont des durées non spécifiques. Ce qui est pratique avec l'expression « for », c'est qu'on peut parler du passé, au présent et au futur, sans changer l'expression. Par exemple, « Last year, I traveled for 3 weeks ». C'est au passé.
L'année dernière, j'ai voyagé pendant 3 semaines. I'm traveling for 3 weeks. C'est au présent. Je voyage pendant 3 semaines. Next year, I'm traveling for 3 weeks. Au futur. L'année prochaine, je voyagerai pendant 3 semaines. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Hein? J'adore Michel. Elle est superbe. Vous aussi. On sait que vous l'adorez. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Exactement. Place à présent à notre rubrique Actualité. Ouais, et là, je commence avec le film. Tu connais Dis-moi. Mario Bros? Ah, tu connais, mais voilà, c'est le film d'animation inspiré du jeu du même nom, produit par Universal, Nintendo et Illumination Studios, qui a réalisé ce week-end au Canada et ici aux États-Unis, 40 millions de dollars de recettes, restant ainsi en tête du classement. Depuis sa sortie, on doit le dire, le week-end de Pâques, le film d'animation a accumulé plus de 490 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord et 532 millions de dollars supplémentaires à travers le reste du monde. Selon Exhibitor, soit un total mondial de 1,2 milliard de dollars en 4 semaines. Il s'agit du premier long métrage à dépasser ce seuil cette année et seulement le 10e film d'animation selon le magazine spécialisé de Hollywood Reporter. Sinon, l'animateur de Jerry Springer Show, décédé d'un cancer du pancréas, a gardé son cancer un secret de famille au cours de ces derniers mois. Alors que la famille connaissait le diagnostic, il préférait que le grand public ne le sache pas avant son décès, a déclaré vendredi Jenny Galvin, amie de Springer depuis 1970, dans un communiqué au Los Angeles Times. La maladie mortelle est agressive et a le taux de survie le plus bas de tous les cancers. Springer était surtout connu pour son programme cocasse The Jerry Springer Show, diffusé de 1991 à 2018. Le show chaotique a révélé d'innombrables scandales de tricherie, d'inceste et des confrontations avec le Ku Klux Klan et des spectateurs parfois trop zélés. Moi, Jerry Springer, pour moi, c'est l'américain. Mais oui, et je dois dire qu'il a inspiré beaucoup d'autres émissions. Tout à fait. Ici aux États-Unis et partout dans le monde. Ah oui, c'était vraiment le début des... Je suis surpris d'entendre même certains collègues de VO Afrique qui ont dit que quand ils étaient en Afrique, ils regardaient Jerry Springer. Jean-Roger Bion m'a dit ça hier. Il dit, Roger, moi, à Abidjan, je regardais Jerry Springer. Il a laissé ses traces, carrément. Voilà, et on va à présent passer à l'actu technologie, à présent avec notre collègue Arzouma Compaoré. Vous avez compris, c'est dans Afrique numérique. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette édition d'Afrique numérique, nous vous emmenons à la découverte d'un jeune Nigérian dont l'imagination décolle très très haut. C'est à Orowanshonki, au Nigeria, que nous atterrissons. C'est dans ce quartier pauvre que vit Fatai. Ce dernier est un amoureux des avions. Malgré le fait qu'il n'ait jamais mis les pieds dans un seul avion, ceux qu'il fabrique depuis tout petit volent bel et bien au-dessus des têtes des spectateurs. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Je ramassais des objets et je réalisais des petits projets comme construire des voitures. Mais mon intérêt, c'était surtout les avions. Chaque fois que je vois un avion voler, cela me procure une joie immense. Le processus de création a l'air plutôt simple. Il commence par dépoussiérer et découper du polystyrène sous la forme souhaitée. Ensuite, il construit le corps, les ailes, la queue et l'aileron à partir de morceaux de polystyrène recyclés, récupérés dans des décharges et maintenus ensemble avec du ruban adhésif. L'envergure de l'aile est d'environ 1 mètre. Il a dû économiser pendant 2 ans avant de pouvoir acheter l'hélice et la télécommande. Après avoir ramassé le polyester de la poubelle, je le nettoie avant de l'emporter dans ma chambre et commencer à le découper et à construire un drone. Et sa plus grande fierté, c'est d'y être parvenu tout seul, ou pour être plus exact, grâce à l'Internet. Aujourd'hui, Bolaji rêve grand et haut. Comme notre pays est un pays en voie de développement, j'espère faire partie de ceux qui développeront le pays grâce à la technologie de mon drone.
Le travail d'amour de Bolaji Fatai lui permet aujourd'hui de réaliser ses rêves. Une entreprise technologique lui a offert un stage après qu'il a été vu en train de piloter l'avion, ce qui constitue un premier pas important vers son objectif de devenir ingénieur aéronautique. Et nous, on prend rendez-vous avec lui dans quelques ans pour peut-être le voir piloter une version grandeur nature de son drone. Merci Arzuma Compaoré pour ce segment. On apprend toujours dans la technologie quand Arzuma est avec nous. Toute autre chose, Harry Belafonte, superstar afro-américaine de la chanson et du cinéma aux origines caribéennes et inlassable combattant pour les droits humains aux États-Unis et à l'étranger, est mort mardi dernier à New York à 96 ans, déclenchant un torrent d'hommages dont celui de Joe Biden qui vient d'annoncer sa candidature à sa réélection en 2024. Il s'est incliné devant celui qu'il appelle un Américain révolutionnaire qui s'est servi de son talent, sa notoriété et sa voix pour racheter l'âme de notre nation. Né à Harlem en 1927 d'une mère jamaïcaine et d'un père martiniquais, Harry Belafonte a grandi en partie à la Jamaïque avant de s'installer à New York. Une enfance aux influences mélangées qu'il avait intégrées dans sa musique, qu'il rencontre très vite un succès immense dans l'Amérique prospère des années 1950. Vincent Boomer de VOA News s'en souvient. À la génération actuelle, il a lancé un défi à Jay-Z et à Beyoncé. Il leur a dit, je cite, « Ils ont tourné le dos à la responsabilité sociale. » Il dit, « Donnez-moi quelqu'un comme Bruce Springsteen qui a fait une contribution et qui est prêt à marcher. » Harry Belafonte, en dehors de sa musique calypso, il est connu pour son engagement dans la lutte contre toute forme de racisme aux États-Unis. Il était le principal soutien financier d'un certain Martin Luther King jusqu'à sa mort. Et il a participé dans ce fameux discours de I Have a Dream. Et surtout, après, je pense qu'il a beaucoup fait de l'humanitaire en Afrique parce qu'il était ambassadeur itinérant de l'UNESCO, particulièrement en Afrique du Sud. Et il a participé aussi à l'organisation, à la tenue du premier festival mondial des arts nègres à Dakar et amené des Duke Ellington, des Louis Armstrong, qui sont venus rencontrer les intellectuels africains au Sénégal. Mais last but not least, quand les États-Unis ont déclenché la guerre en Irak après les attentats du 11 septembre, il était un farouche opposant de la guerre et de George W. Bush. En décembre 2021, il s'était vu décerner le titre de chevalier de la Légion d'honneur par l'ambassadeur de France aux États-Unis. Oh, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup, Harry Belafonte. Et d'ailleurs, pour en parler, ici, nous invitons aujourd'hui Maxi Vroom Vroom, comme j'aime l'appeler. Pour nous, Voice of America, VO Afrique, c'est une icône, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Il est producteur, animateur, Georges Collinet. Et moi, on doit l'applaudir d'abord quand il est venu. Merci. C'est Georges Collinet, The Greatest. Pardon. Non, c'est pas moi. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, Georges Collinet, non, mais il porte tellement de casquettes, c'est difficile d'introduire Georges Collinet. Oui, d'ailleurs, on m'a donné un chapeau de cow-boy. Chapeau de cow-boy? Oui. Qui vous a donné ça? Le fabricant, il m'a dit, Monsieur Collinet, would you like to have this? C'est OK, yes. Wow. Alors, Georges, c'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir aujourd'hui dans cette émission Vous et nous. Est-ce que d'abord toi tu connais Georges Collinet? Alors j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est ma première fois que je le vois aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Non. Un peu stressé ou pas? Oui. Non, mais j'ai hâte en fait de le découvrir. D'accord, super. Voilà. Très bien. Georges, ma première question, on vient de suivre ce reportage. Comment Harry Belafonte a-t-il influencé l'industrie musicale et quelle a été son influence sur les générations futures des musiciens? Ben, écoute, Harry est un monsieur qui était surtout plongé dans le domaine des droits civiques. Ça, c'était sa chose.
Le reste, pour lui, c'était un peu superficiel. Bien que, c'était un grand chanteur. Il a chanté. Il a fait beaucoup de talent. Ah oui. Il a chanté avec des orchestres extraordinaires. Il a chanté avec des gens extraordinaires. Et c'était un monsieur qui a quand même vendu la première fois le premier million de disques pour un artiste qui a vendu 1 million de disques. Et il est d'ailleurs dans les annales comme étant, je crois qu'il est le numéro 4 dans les annales des gens qui ont vendu le plus de disques dans le monde. Et il s'est lancé dans un... D'abord, primo, Harry, c'est pas disons des Antilles. Ses parents sont Antillais. Ses parents sont Antillais, mais lui... Ils sont jamaïcains. Ouais. Lui, il est né à New York. À New York, donc c'est un New-Yorkais, tout fait. C'est un New-Yorkais. Harlem. Mais, par Harlem, oui. Mais par contre, il a quand même vécu avec sa grand-mère à la Jamaïque pendant plus de 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il a acquis cette espèce d'engouement pour la musique calypso et autres. Mais il se refuse à être un chanteur de calypso. Un chanteur de calypso. Ça, il ne veut pas que ça il soit... Mais ça a quand même influencé sa musique. Mais oui, on doit le dire. Bien sûr. Heureusement qu'il avait ça. Et son influence, je disais, sur les autres musiciens. Son influence sur les autres musiciens, il a un peu touché à tout. Hein. C'était un acteur de grand talent. Il a eu d'ailleurs un Oscar. C'était un chanteur, comme on le sait. Et il a quand même pour les droits civiques, il a fait énormément. Donc, c'est un monsieur qui a, disons, influencé les autres musiciens par son allant, par sa volonté de faire quelque chose de positif de sa personne. Positif dans le domaine politique et autres. Et c'est surtout ça, qu'il a fait. Mais bon, cela dit, il a sa carrière musicale est assez exceptionnelle. Il a toujours été accepté en tant que musicien dès qu'il a commencé Alors, quand nous nous sommes rencontrés, la première fois, je suis allé le voir. C'était quand je suis arrivé aux États-Unis en 1960. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Et je suis allé voir Harry Belafonte. Et on m'a présenté Monsieur Collinet, oui. Mais il était très hésitant Et plus tard, quand nous nous sommes revus, je lui dis, Harry, why in the world did you reject me like that? Il dit, Georges, tu t'es pas regardé, non? T'étais trop beau. Il y avait de la compétition. C'est ça le truc. Et là, Georges Collinet a compris. J'ai compris. Ah bon, d'accord, ok. Mais quel honneur, quand même. Oh là là, mais c'est un honneur, En tout cas, très belle émission, très bel hommage. Mais oui, on ne pouvait pas trouver, comme j'ai dit, mieux que Georges Collinet. Et ça m'a appris beaucoup. Et vous aussi, j'en suis sûre. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, mes rayons de soleil. Merci à tous nos collègues, qui nous ont. Et ben oui, j'aime bien. J'ai mes rayons de soleil. Ils sont en Afrique, tu vois. Moi, j'ai mes rayons de soleil. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cette belle émission. Merci à toutes nos stations partenaires radio et télé en Afrique. On se dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. V1 Africa, suivez la V1 Africa, entendez le V1 Africa, je lance le V1.